l'opération, j'ai un médecin qui me dit donc on vous a opéré en pensant que vous aviez un bourrelet fissuré, et en fait, d'un point de vue anatomique, vous n'avez quasiment pas de bourrelet dans les épaules. Donc le bourrelet, c'est un peu l'équivalent des ménisques dans les genoux, donc il n'y a rien qui absorbe. Et donc votre corps n'est pas fait pour faire du sport de haut niveau. Voilà. Donc j'avais tous les tendons au-dessus de l'épaule qui étaient perforés, il a fallu raboter les os, il a fallu faire des ligamoplasties, etc. Et quand il me dit ça, je m'effondre forcément, je me revois à l'hôpital de Dijon en train de pleurer en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte lui, bien sûr que je vais pouvoir continuer. Non, c'est pas possible. Et septembre arrive, et donc je me suis fait opérer en juillet, et là je me rends compte que je ne peux plus bouger directement, je ne peux plus du tout lever le bras. Voilà, donc je me retrouve avec un bras où je ne peux plus passer de la pronation à la supination, et je ne peux plus lever mon coude au-dessus de l'épaule. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2014. Voilà, donc j'avais de la kiné tous les jours, je ne faisais plus du tout de sport. J'avais même le statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale. Donc j'avais un statut spécial les dernières années où j'ai enseigné en lycée. Ensuite, j'ai basculé sur la Sorbonne. Aujourd'hui, je suis enseignante à la Sorbonne. Et en 2014, en fait, je me rends compte qu'il y a une chose que j'adore, c'est le MMA. Donc moi, j'ai introduit le MMA dans le milieu scolaire en 2012. J'ai fait venir des combattants de l'UFC en collège et en lycée. Bref. Et, et je me dis, j'aimerais bien pouvoir pratiquer ces sports de combat. Donc je décide de faire ma propre rééducation chez moi en prenant du matos de CrossFit. Le CrossFit, à l'époque, ça n'existait pas forcément en France. Et à force de travail, de beaucoup de douleurs, j'ai rencontré aussi un kiné extraordinaire. J'arrive à me soigner, ça reprend et je me dis, allons-y, je vais pousser les portes d'un club de MMA. À la base, je ne l'avais pas fait pour moi, je l'avais fait pour un élève, mais voilà, donc j'ai 33 ans. Je n'ai pas fait de sport depuis plus de 8 ans. J'arrive dans un club de MMA, je pousse la porte, il n'y a que des hommes. Plus ou moins costauds, qui se disent tiens, une nana qui arrive, elle veut pécho. Ah bah oui, sinon on va pas dans les clubs de sport pour faire du sport, nous, bien entendu. Et là, je me rends compte en fait que la première séance passe, les gars me regardent un peu comme si j'étais un dessert sur pattes. Je me dis ok, très bien. Et là, physiquement, la première séance, c'était une séance de physique. Je me rends compte que les petits jeunes qui ont 20 à 21 ans, physiquement, avec tout le vécu et tout le passé que j'ai en tant qu'athlète de haut niveau, il n'y en a pas un qui m'arrive à la cheville. Je me dis, super, malgré toutes ces années d'arrêt, c'est très bien. Et ensuite, je commence vraiment... Alors, en boxe, j'avais fait un petit peu de boxe française à la fac. Alors, moi, mon parcours, il est comme ça. Donc, j'ai fait 2 séances de boxe française. Mon prof de la fac m'a dit il faut que tu fasses les championnats de France universitaires. Et 15 jours après, je me retrouve sur un ring à des championnats de France universitaires. Je ne sais pas ce que je fais là-bas, je sais que je gagne. Donc voilà, j'ai des aptitudes dans le sport qui sont quand même assez extraordinaires. Et c'est pour ça que j'allais titiller les garçons dans ce milieu-là. Donc quand je pousse une salle de MMA, les portes, c'est un acte politique de ma part pour montrer que les hommes n'ont pas... le monopole de la force physique et de la frappe, etc. Voilà, la masculinité, ça ne s'arrête pas à « je frappe fort ». J'en suis la preuve vivante. Je frappe plus fort que vous et je ne suis pas un homme. Et c'était un rêve de petite fille aussi de faire des sports de combat. Mais il s'avère que ça marche plutôt bien pour moi. Très vite, mon coach veut que je fasse des compétitions. Très bien. Problème, la catégorie de poids dans laquelle je suis, 70 kg, n'existe pas. En tout cas en MMA. À l'UFC, la catégorie 66 kg pour les femmes, qui est la plus haute, a été créée il y a à peine 2 ans et demi, 3 ans. Avant, ça s'arrêtait à 62 kg. Donc, il me dit, tu vas commencer par faire des compètes de grappling. Donc, le grappling, c'est quoi ? C'est un sport de préhension, donc où je peux saisir quelqu'un, de projection, je peux l'amener au sol, et une fois au sol, je peux le soumettre. Étranglement, clé de jambe, clé de genou, etc. Donc c'est un sport que je ne connais pas du tout, qui est très charmant, faut pas rigoler. Ça et je me dis, non, j'ai pas envie en fait. Je veux pas faire ça, j'y connais rien, c'est compliqué, le grappling c'est dur. C'est vraiment très dur et je fais les premières compètes et je gagne le NAGA, qui est une grosse organisation européenne, américaine, qui fait le tour du monde
C'était à Levallois, donc c'est une des plus grosses compétitions mondiales. Je la remporte. Je remporte le championnat d'Île-de-France. Je remporte je ne sais plus quelle autre coupe. Je deviens championne de France. Donc là, on se dit, OK, bingo, on va préparer la saison suivante. Donc la saison suivante, je sais qu'il y a 2 choses qui vont arriver. Les détections pour l'équipe de France de grappling, les combats de MMA que j'ai envie de faire. Et comme on n'arrive pas à en trouver, on se dit qu'on va passer par les détections de l'équipe de France de MMA. Pendant 1 an et demi, mes journées, c'est je me lève à 7h, je vais courir. Je rentre chez moi, je prends ma douche, je prends mes affaires, je vais donner mes cours à mes étudiants à la Sorbonne. Le midi, je suis en prépa physique. Je termine ma prépa physique, je retourne à la Sorbonne, je redonne mes cours à mes élèves. Et le soir, de 18h à 22h, je suis à la salle et je m'entraîne. Et ça, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, tous les jours. Plus la diète, plus les problèmes hormonaux. Mais je me dis, c'est pas grave, il y a quelque chose à faire, j'ai envie de le faire et il y a un potentiel. Tout se passe très bien. Je suis qualifiée en équipe de France. Je vais au championnat d'Europe. Le premier championnat d'Europe que je fais en grappling, je me fais ramasser, on va pas se mentir. Je suis extrêmement stressée. J'ai du poids que j'arrive pas à perdre. Alors moi, le poids que je n'arrive pas à perdre, c'est pas parce que... Donc, très souvent, j'entendais, ouais, Jen, tu dois avoir un bon coup de fourchette, Jen ci, Jen ça. Non, Jen, elle a juste une maladie hormonale. Elle est bourrée d'hormones et le poids qu'elle a, c'est du poids hormonal. C'est pas parce que je mange mal ou autre, je suis obligée d'avoir justement une alimentation très très stricte. J'arrive pas à perdre mon poids, je suis à Sassari en Sicile, je suis en Kaoué dans les montagnes en train de courir, ça marche pas, je suis stressée, c'est ma première compétition internationale, je passe à côté. Bref, mon coach me dit, écoute, il y a la place. Les championnats du monde, on va y aller et on va aller chercher la première place. Je dis OK. Donc on s'entraîne 2 fois plus pendant 4 mois. Et là, il y a les entraînements en équipe de France parce que je suis en équipe de France. Et je réalise en fait que la manière dont tout est géré dans l'équipe de France n'est pas du tout professionnelle. Les entraînements, c'est n'importe quoi. Donc moi, je suis préparateur physique, donc je sais de quoi je parle. Et là, je me retrouve à faire des séances avec une équipe de France où on me fait faire de la battle rope et des trucs, des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le grappling en étant aussi proche de la compétition. Donc j'ai le malheur de dire ce que je pense un petit peu à l'équipe de France. En tout cas, pour essayer de manière très constructive, hein, entendons-nous. Donc, et de là, en fait, commencent un petit peu tous les problèmes. Je suis la nana qui arrive dans le milieu, que personne ne connaît, qui physiquement... alors moi, dans le circuit, je n'ai jamais eu le droit de tourner avec des femmes, quels que soient les clubs où j'allais, parce que il paraît que je faisais trop mal et que j'étais trop lourde et que j'étais trop lourde pour les autres nanas. Mais par contre, m'envoyer moi tourner avec des mecs de 100 kilos ou de 90 kilos, ça leur posait pas de problème. Et en fait, tout le monde commence à me prendre un petit peu en grippe dans cette équipe de France. Je me dis, c'est pas grave, j'ai mon coach. Le championnat du monde arrive, personne ne m'attend. Dans l'équipe de France, personne ne me calcule. Je suis tout le temps toute seule. La compétition commence. La fin de journée se termine. On vient me voir en me disant « Alors, JN, tu as fait quoi ?» Bah, je suis championne du monde. « Ah bon ?» Bah ouais. « Ah, t'as bien fait de changer de catégorie de poids ?» Bah, j'ai pas changé de catégorie de poids. Je suis dans la même. Et les nanas qui m'ont battue au championnat d'Europe, aujourd'hui, c'est moi qui les ai battues et c'est moi qui suis passée devant. Ah, ok. La compétition se termine. La Marseillaise, on m'appelle sur le podium. L'équipe de France quitte le gymnase. Je suis toute seule sur le podium, avec en face mon coach et 2 autres athlètes de l'équipe de France. L'année suivante, on essaye de m'évincer de cette équipe de France. Donc je suis championne du monde, j'arrive, j'ai déjà un certain nombre de points. Les compétitions passent. Entre-temps, je me suis blessée, je me suis fracturé le dos. Voilà, donc j'ai eu une longue période où je ne pouvais rien faire. Ouais, je me suis fracturé les apophyses de 2 vertèbres face à un mec qui... Voilà, son ego a fait qu'il était très énervé ce jour-là et il m'a slamé sur son genou, c'est-à-dire qu'il m'a fait chuter au sol et je suis tombée sur son genou. Bref, je reviens quand même en compétition, j'y arrive. Et là, je me heurte à de la misogynie, mais telle que je l'ai rarement connue dans le milieu. On fait des vidéos sur moi qui circulent sur le net en disant on va s'occuper d'elle. Je me fais insulter dans l'aéroport à Rome au milieu de 50 000 voyageurs parce que je cherche encore hein, le pourquoi du comment. Quand je suis la deuxième fois que je fais des championnats du monde, donc je suis en Bulgarie,
Il y a un athlète, donc déjà j'avais toute l'équipe de France ado. Il y a un athlète qui me prend à partie. Donc moi j'ai demandé à la Fédé de prendre ses responsabilités par rapport aux vidéos qui tournaient sur moi en disant que c'était pas normal. Et là je me retrouve seule face à 2 personnes, le président de la Fédé de grappling, un athlète, des athlètes de l'équipe de Tokyo, un mec qui me hurle dessus, un autre qui le regarde. Et ça monte tellement qu'à un moment donné, je suis désagréable avec lui et qui finit par me dire « Alors les enfants, bouchez-vous les oreilles, ferme ta gueule parce que je vais te frapper comme une pute. » Et donc là, je regarde le président de la Fédé en lui demandant si c'est normal qu'un athlète puisse m'insulter de la sorte et qu'il continue. Et la réponse a été oui. Et la réponse ultime, ça a été que cette personne a eu un poste au sein de la fédération. Voilà, aujourd'hui où on en est dans ce milieu-là. Des histoires comme celle-ci, je pourrais vous en raconter 150 000. Dans le MMA, il va se passer exactement la même chose. J'ai été... Déjà, mon corps est en permanence hypersexualisé quand j'arrive dans les salles. On m'a fait plus de remarques sur la taille de mes cuisses ou sur la taille de mes fesses que sur mes performances sur le tatami ou sur mes compétences techniques. Ce qui est quand même assez hallucinant. On m'a fait plus de remarques disant Jian, elle frappe comme un bonhomme, elle a le physique de Balotelli, que Jian, elle est capable de... Ça t'amuse, hein. Que Jian, elle est capable de faire ça ou ça. Techniquement, elle a tel niveau, elle pourrait faire des compétitions à tel ou tel niveau. On m'a séquestré dans ma voiture parce que je déposais un athlète chez lui, j'ai refusé de l'embrasser, il m'a séquestré dans sa voiture, il est revenu avec une arme. Ces choses-là, je les ai vécues en permanence dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que le milieu du sport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va l'idéaliser. C'est un milieu qui est vecteur de bonnes valeurs, etc. Les bonnes valeurs du sport, ce sont celles qu'on va mettre au-dedans. Et aujourd'hui, dans ce sport-là, comme dans d'autres, on le voit avec tout ce qu'il y a autour de MeToo et toutes les athlètes qui en parlent aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé dans le MMA. On a de grandes athlètes qui ont pris la parole dans l'athlétisme, dans la gymnastique, etc., dans tous les sports. Parce que ça reste des milieux qui sont très masculins et très fermés. Bon, au-delà de ça, je suis quand même championne du monde. J'ai réussi à faire en 2 ans ce que personne n'a réussi à faire dans le milieu du grappling français, qu'il le veuille ou non. Je suis, en tout cas pour ma part, très fière de mon parcours, parce que ce n'est pas un parcours qui a été facile. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite sportive, je me suis mise au golf. Mais j'ai monté, comme on vous l'a dit, la Jian Academy, qui est une entreprise de coaching sportif, et je fais également de la préparation physique de sportifs de haut niveau. Je prépare des athlètes qui sont à l'UFC, moi un athlète qui est à l'UFC, William Gomis, 2 athlètes qui sont au Bellator, un footballeur professionnel qui évolue en Bundesliga en Allemagne et des footballeurs qui sont en U17 et U16 nationaux. Dans le milieu du foot, à chaque fois que je fais les prépas avec mon athlète quand il vient en France, dès qu'il arrive à l'étranger, j'ai ces clubs qui me contactent pour me dire c'est extraordinaire le travail que vous faites avec Christopher, quand il arrive, il est en forme, etc., etc. Dans le milieu du MMA mondial, j'ai des athlètes comme Yoel Romero qui me contactent, etc., pour me dire bravo pour ce que tu fais. Dans le milieu français, aujourd'hui, en tant que préparateur physique, je ne suis pas reconnue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas me laisser... J'étais dans un club où j'ai préparé des mecs gratuitement pendant 2 ans, parce que je faisais partie du club, et je me suis dit, pourquoi pas. Et je me retrouve avec des dirigeants qui refusent de reconnaître que oui, Jian, c'est une grande préparatrice physique. Oui, elle s'y connaît en MMA. Oui, elle s'y connaît en prépa physique. Oui, elle s'y connaît en diète. Donc aujourd'hui, je gère et la diète, et la prépa physique, et le cutting de combattants. Ça marche très très bien. Mais on ne veut pas reconnaître. Donc du coup, j'ai quitté un petit peu tout ça pour le faire de moi-même en m'occupant de mes athlètes dans des structures qui sont extérieures. Alors vous allez me dire après tout ça, mais nous, en tant que femmes, on n'a pas envie de faire du sport de haut niveau. Et je vous comprends. Et vous, messieurs, vous allez vous dire, nous, c'est pas les valeurs qu'on transmet, et c'est pas les valeurs qu'on a sur le terrain, nous, quand on va s'entraîner. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le sport que vous faites entre vos amis et le haut niveau. Et quand on arrive à haut niveau, on a du mal à accepter qu'une nana puisse avoir un niveau qui est un petit peu plus élevé que celui d'un homme. Il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste qui est venu à un des cours de MMA Défense, parce que j'ai créé un concept qui s'appelle le MMA Défense pour les femmes, avec qui j'ai tourné et qui à la fin m'a dit
Écoute, je m'étais dit, de toute façon, même si elle est championne du monde, moi je fais un peu de grappling, je vais la défoncer. Et au bout de 2 minutes où on a tourné, il m'a dit stop, 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 arrête. Il me dit en fait, je me rends compte que j'ai pas ton niveau. Et que c'est un niveau qui est extraordinaire. Pour moi, dans ma tête, même si tu étais championne du monde, je dis bah copain, oui, moi je suis pas championne du monde de la cour en bas de chez moi, quoi. C'est championne du monde, quoi. C'est pas championne du monde du quartier. Et en fait, c'est un milieu qui reste fermé. Alors certes, il y a énormément d'avancées. D'une, parce qu'il y a énormément d'athlètes comme moi qui prennent la parole. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui dirigent des instances sportives. Et parce que le sport est un petit peu plus médiatisé. Mais la seule leçon qu'il faut retenir dans tout ça, en fait, c'est de vous dire, que vous soyez un homme ou une femme, quand vous avez un objectif, des barrières, vous allez toujours en avoir. Que ce soit des barrières mentales, que ce soit des barrières sociales parce que vous venez pas du bon milieu, que ce soit des barrières psychologiques ou alors des barrières qui sont imposées par des institutions ou des personnes malveillantes. Vous allez en rencontrer toujours. La seule façon d'arriver à surmonter toutes ces barrières, c'est d'une, se fixer un objectif et de mettre en place un process qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que je ne suis pas devenue championne du monde en claquant des doigts. On a mis en place une stratégie, certes sur 1 an et demi, qui a été assez douloureuse en tout cas en termes de physique, en termes d'émotionnel, en termes de charge mentale. Mais c'est la seule chose en fait qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs, que ce soit dans le sport, dans le milieu professionnel ou dans votre milieu privé. Donc ne vous dites pas, je ne vais pas aller jusque-là parce qu'on ne me laisse pas. Dites-vous plutôt, si on ne me laisse pas et qu'on me met des barrières, c'est parce que je fais peur et que je vais y arriver. Donc maintenant, par où je passe pour y arriver, ça c'est la question que vous devez vous poser et c'est les objectifs, les sous-objectifs que vous devez vous mettre en place. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop démoralisé avec mon histoire, parce qu'à la base, elle était censée... ça commençait par « Il était une fois, Jen avait 5 ans, voulait devenir championne du monde », et ça s'est terminé par « À 33 ans, elle est devenue 35, elle est devenue championne du monde, aujourd'hui elle en a 41, et elle joue au golf. » Justement, on parlera de golf dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Jen ? On a encore le temps. Ouais, je suis bavarde, pardon. Non, c'était très bien. Vous avez parlé d'une fracture au dos. Oui. Alors moi personnellement, il y a 7 mois, je me fais triple fracture première cervicale, fracture deuxième cervicale. Je joue au rugby. Bon, je joue pas à très haut niveau, mais je joue à un niveau correct quand même. Comment, honnêtement, j'ai peur de reprendre. La peur de la paralysie, de tout ça. Comment on s'en remet, enfin on arrive à s'en remettre et à se remettre au sport vraiment. Ouais, alors moi, comme je sortais de mon titre de championne du monde, j'avais encore ce mindset où je voulais... Il faut te dire en fait que le corps, c'est une machine qui est extraordinaire. Donc moi, j'étais suivie certes à l'INSEP, j'avais accès à tous les soins, mais il faut, en fait, ça va être la même chose pour les blessures. Si tu as fait toutes tes radios de contrôle et que sur les radios, on voit plus rien, si les médecins t'ont dit que c'était OK, si tu as fait la bonne rééducation avec tes kinés, il faut te dire que c'est terminé. Il ne faut pas rester... j'entends souvent des gens me dire « Je me suis fait une entorse quand j'avais 12 ans ». Ouais, mais copain, t'en as 35 aujourd'hui. Donc si tu t'es pas fait soigner à 12 ans, fais-toi soigner à 35. Donc si tu as bien fait ta kiné, avec un bon kiné, une bonne physio, si tout est OK et que les médecins te disent « go », ça va te prendre du temps, certes, parce qu'il y a la peur de la chute, il y a la peur, etc. Moi, ça m'a pris du temps aussi. Commence par des choses très simples, par travailler sous forme de répétition, sans opposition au départ. Et après, tu vas graduer petit à petit et tu vas voir que tu vas surmonter tes peurs. Mais très clairement, moi, au départ, j'avais peur de ramener des gens au sol, etc., ou qu'on m'amène au sol, parce que j'avais cette crainte, le corps a cette mémoire. Mais moi, je dis souvent, ce qui est passé est terminé. Donc si tout est clair, fais-toi confiance, fais confiance à ton corps, et tu vas voir, tu vas pouvoir y arriver. Une toute dernière question pour Jen. Ah, moi, j'en ai une toute dernière, s'il n'y en a pas. Tu parlais de golf, et apparemment, tu as des objectifs aussi en golf. Ouais, je me donne 3 ans. Bon, j'avais dit 2, mais maintenant je révise parce que je monte mon entreprise pour atteindre le top 10 français féminin. Donc rendez-vous dans 3 ans. Merci beaucoup, Jen. Vous pouvez l'applaudir. Merci.